il va nous parler de ton projet année polaire internationale, là. Alors, j'étais parti installer des GPS sur un glacier afin de mesurer le déplacement de ce glacier. Voilà. C'est donc un glacier qui fait à peu près 150 km de long, qui flotte sur l'eau de l'océan et qui va bientôt se fracturer et qui va libérer un iceberg qui fait à peu près 70 km par 70 km de long sur 40 km de large. Donc on veut arriver à mesurer le moment où le glacier va se fracturer. Et bientôt, c'est... Bientôt, alors nous avons demandé à Taco Raman de nous faire une petite estimation et on pense que c'est dans les alentours de entre 3 et 10 ans. Alors, l'année polaire internationale, ça donne juste un label, ça donne pas d'argent, c'est-à-dire qu'on soumet des projets qui obtiennent ou non le label année polaire internationale, et une fois qu'on a ce label, on peut, de façon un peu meilleure, vendre notre projet à d'autres entreprises, comme les ANR, enfin d'autres organismes qui distribuent de l'argent, donc les ANR, des projets spatiaux, des projets au CNES, à l'ESA, qui eux nous donnent de l'argent. Donc avoir le label année polaire internationale, c'est un gage de crédibilité scientifique. Est-ce que cette mission a nécessité beaucoup de préparatifs? C'est une très bonne question, puisque en effet, les préparatifs ont commencé il y a au moins 2 ans, où il a fallu d'abord obtenir les sous. Du coup, il y a beaucoup de dossiers qui ont été montés. Et au final, les financements que vous avez pu recevoir, ils viennent de quelle agence ou de quel organisme? Il y a l'ANR qui finance ce projet, qui finance notamment 2 ans de postdoc, l'IPEF qui organise toute la logistique, et le CNES qui nous aide aussi dans tous les achats de matériel, et également l'INSU, la division du CNRS, qui nous aide pour l'achat des GPS. Donc là, on a vu pour tout l'aspect financement, et maintenant par rapport aux préparatifs en tant que tel, notamment la mise en place du matériel, etc. Et ça a commencé donc déjà par un envoi de commande pour tout ce qui est GPS et matériel de la pyramide, panneaux solaires, éoliennes. Ça a commencé il y a 1 an et demi, enfin 1 an avant le départ. Et les GPS ont été reçus vraiment ric-rac, c'est-à-dire que le dernier GPS a dû être reçu 1 semaine avant l'envoi vers Dumont-d'Urville, vers Hobart, en Tasmanie, puis sur le bateau. Après, une fois à Hobart, le matériel est acheminé sur le bateau et dirigé vers l'Antarctique. Donc ça a été un peu speed. Et tous les préparatifs, c'est-à-dire la conception de la balise, ont commencé il y a 1 an et demi, et la réalisation a été faite entièrement l'été dernier, donc en juillet. L'envoi du matos a été fait début août. Donc ça a pris beaucoup de temps pour la conception, et la réalisation a duré 1 mois, 1 mois et demi. Et donc après, le matériel, il a été envoyé à Hobart, et comment, depuis Hobart, il atteint l'Antarctique? Donc il est envoyé à Hobart par bateau, et après, par bateau, il est acheminé de Hobart vers Dumont-d'Urville. Je vous explique alors. Alors, on est monté sur le bateau qui s'appelle l'Astrolabe, qui nous a amené qui a traversé l'océan austral pendant 1 semaine, pour nous amener jusqu'au pied du glacier Mertz. Une fois qu'on était au pied du glacier Mertz, un hélicoptère venait nous prendre du bateau et nous emmener sur le glacier, avec tout le matos. L'hélicoptère se posait, une personne sortait de l'hélicoptère, venait sonder la neige pour voir si on ne s'était pas des fois posé sur une crevasse. Et une fois que l'aspect sécurité était validé, on déchargeait tout le matériel et on commençait à monter la pyramide, ce qui nous prenait à peu près 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et quart. Une fois que ça a été fini, on remontait dans l'hélico qui nous amenait sur le 2e point qu'on devait équiper. Voilà.
Voilà, quand on est arrivé pour la première balise, premier point GPS qu'on a dû faire, il y avait à peu près il y avait 40 nœuds de vent et il faisait assez froid. Du coup, on a dû vite plier bagages parce que la neige, il y avait du chasse-neige jusqu'à peu près 1 mètre de hauteur qui a noyé complètement les batteries des perceuses, des visseuses qu'on utilisait. Et la neige était venue s'infiltrer dans les visseuses, ce qui fait que toute notre manip était un peu foirée. Du coup, toute notre première journée on l'a passé à améliorer la manip pour les jours suivants. Donc sur 3 jours de manip, il y a eu un jour qui a été un peu un jour de test, et les 2 jours où on a eu de la chance avec le temps et avec toutes les améliorations qu'on avait fait la veille, ça nous a permis d'installer les 7 GPS sur le glacier Mertz, un 6 sur le Mertz et un sur le rocher à côté. Donc là ici on a une image radar du glacier Mertz qui vient du continent, donc le continent est situé ici, qui descend jusque sur l'océan et qui flotte sur l'eau de l'océan sur près de 100 km. Et en son milieu, il y a une fracture qui s'est ouverte en 2000 et qui menace de libérer un iceberg qui fait 70 km de long sur 40 km de large. Et donc le projet, c'était d'installer des GPS un peu tout le long de cette langue de glace pour arriver à mesurer l'impact de ce volage d'iceberg sur l'écoulement du glacier. Donc il y a 8 GPS qui ont été installés, 2 ici, en amont du glacier, sur le continent, un de chaque part, de part et d'autre de la fissure, après un au bout de la langue de glace et un en son milieu, ainsi que un sur le rocher. Ici il y a une zone de rocher qui sert de référence pour les mesures GPS. Donc ici c'est un GPS fixe alors que celui-là bouge avec le glacier. Ah oui, donc le design qui n'est pas de Ikea mais certifié Legos est constitué d'une pyramide en bois sur lequel vient se poser tous les éléments de la balise GPS. Moi j'en retire tout d'abord une grande expérience humaine puisque nous nous retrouvons pendant 1 mois isolés sur un bateau avec d'autres gens qui n'ont que les mêmes choses que nous à faire parce qu'il n'y a pas internet. Il n'y a que des scientifiques sur le bateau. Alors là, il n'y avait quasiment aucun scientifique quand on y était, que des gens qui allaient travailler en Antarctique pour aller soit restaurer des charpentes ou refaire des tuyauteries, et également des gens qui partaient pour hiverner, donc c'était souvent des biologistes qui partaient compter les oiseaux, ou alors des gens comme nous, ou encore l'équipage qui était sur le bateau. Du coup, il y a plein de gens différents et ça permet de rencontrer plein de gens pendant 1 mois.